Le 28 juin 2025, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington sous l'égide des États-Unis. Cet accord vise à mettre fin à des décennies de conflits dans l'est de la République démocratique du Congo, une guerre qui a causé des souffrances incommensurables et des violations massives des droits de l'homme. Ces 3 décennies, des commandants de l'armée rwandaise ont dirigé le M23 dans une guerre d'agression au cours de laquelle ont été dénombrés des centaines de morts parmi les populations civiles et le déplacement de plus d'1 million de personnes dans la province du Nord Kivu, riche en minerais stratégiques et critiques à l'est du pays. Dans un rapport du groupe d'experts des Nations Unies adressé au Conseil de sécurité en juin 2023, il est noté que le M23, soutenu par des renforts des forces de défense rwandaises, contrôle des axes routiers critiques, y compris ceux menant au Rwanda et à l'Ouganda. Dans ce contexte d'une guerre d'agression imposée pour des fins économiques, le Rwanda était parvenu à blanchir de grandes quantités d'étain, de tungstène, de tantal et d'or en provenance de la RDC. En 2021, les données officielles américaines ont montré que le Rwanda fournissait 15% de l'offre mondiale de ce minerai, un dérivé du coltan, alors qu'il ne produit que de modestes quantités de tantal à partir de ses propres mines. En outre, les États-Unis achetaient 36% de leur importation totale de tantal au Rwanda, le taux le plus élevé parmi les producteurs mondiaux, contre seulement 7% provenant de la République démocratique du Congo. En avril 2024, de grandes entreprises technologiques telles qu'Apple, Intel, Sony, Motorola et Lockheed Martin ont également été informées que les minerais achetés au Rwanda ont été introduits en contrebande depuis la RDC, dans un contexte d'exploitation violente. Ces minerais n'étaient donc ni exempts de conflits, ni obtenus légalement, mais les entreprises technologiques américaines les ont utilisés malgré tout pour fabriquer leurs produits, allant des ordinateurs portables aux avions. Paradoxalement, le Rwanda était présenté comme une plaque tournante sûre et efficace dans la chaîne d'approvisionnement en minerais, d'après les nombreuses preuves de blanchiment qui ont été apportées par les enquêteurs de l'ONU et par l'ONG Global Witness. Alors, dans quel contexte le processus de négociation s'inscrit-il et, et ainsi que cet accord de paix? Quelle fut l'influence américaine dans la résolution du conflit? Cet accord de paix est-il voué à se pérenniser? Alors, pour discuter de toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida, en Algérie. Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. C'est un plaisir. Bonjour, c'est toujours avec j'allais dire, grande joie que je partage un espace de temps avec vous. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Alors, pour commencer, avant d'aller aux enjeux géoéconomiques qui est le focus de cette émission, j'aimerais bien commencer par une question qui va quand même mettre le topo complet de tout ce qui a généré ce conflit jusqu'à la cessation des hostilités avec l'accord de paix signé à Washington. Donc, ma première question, Abdelkader Soufi, quelle est votre analyse ethno-anthropologique de ce conflit au Nord Kivu, qui a duré au moins 3 décennies? Et puis, l'accord signé le 28 juin à Washington serait-il respecté et pourrait-il instaurer définitivement la paix? Oui, il faut revenir d'abord au conflit sociétal qui a commencé au Rwanda pour expliquer un peu euh, les enjeux et aussi la conflictualité de cette région. Il est vrai que le génocide des Tutsis par les Hutus durant la crise, on va dire, et le drame rwandais a fait que les blessures ne se sont jamais fermées.
D'accord. et que donc le conflit aujourd'hui du RDC et du Rwanda a pris cette forme, sachant que et, donc en appuyant les groupes rebelles allaient dans le sens à protéger d'abord les minorités installées au sud, au nord plutôt du Rwanda, du Congo, mais surtout faire face aux rebelles Hutus qu'ils considéraient comme étant une menace. Jusque-là, la question est d'ordre humain et d'ordre social, sociétal, mais cela cachait autre chose parce que les groupes rebelles qui se sont installés dans cette région, en définitive, ils s'en foutaient réellement de ce conflit, mais ils l'ont pris comme un parapluie pour couvrir l'exploitation des richesses Mhm. euh, congolaises et les vendre à des multinationales, vous l'avez cité, essentiellement la Silicon Valley, les complexes industriels ou militaires, et j'en passe, ont tiré profit. Et surtout, ils étaient incapables de démontrer l'origine de la matière première, sinon dire la réalité que c'était une exploitation des rebelles et aussi peut-être avec le soutien des Rwandais pour spolier et exploiter ces minerais. Jusqu'à un temps récent, les Rwandais se refusaient de dire qu'ils étaient partie prise dans Mhm. ce conflit, mais donc le temps a démontré et a fini par faire avouer le Rwanda qu'il soutenait donc les rebelles et il Et revenait. c'est dit officiellement dans les rapports de l'ONU qui ont été transmis au, au Conseil de sécurité. Absolument. Donc, Remets la caméra, s'il te plaît. Ouais, je remets la caméra, elle est en marche. voilà. Donc, ceci dit, vous savez, tous les enjeux économiques et géoéconomiques prennent des formes autres que l'enjeu lui-même, c'est-à-dire sont souvent euh, ou ont souvent pris pour base donc des conflits internes, des conflits sociétals. Je peux citer beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, la Libye, je peux citer le Soudan, le Sud-Soudan, je peux citer aussi donc la région sahélo-saharienne, la Corne africaine. Là où il y a des intérêts géoéconomiques, nous avons des conflits internes et de belligérants, donc au fait, en apparence, un conflit national ou intra-ethnique, intra-sociétal, mais la réalité, c'est qu'il y a derrière des ogres, des géants qui exploitent et qui nagent dans ces eaux troubles. D'accord. Alors, remets la caméra, s'il te plaît. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi non plus, je ne sais pas. Bien. Oui, Alors, le 21 juillet 2010, le président Barack Obama a promulgué la loi Dodd-Frank Act pour faire face à la crise financière débutée aux États-Unis en août 2007. oui, Alors, elle contient néanmoins, dans son article 1502, intitulé Conflict Minerals, ou les minéraux venant des régions de conflit, des dispositions qui visent la RDC nommément, explicitement et nommément. Alors, quatre minerais y sont considérés comme liés au conflit dans ce pays ou dans ses pays voisins, à savoir la colombite tantalite ou le coltan, la cassitérite, l'or et le wolframite ou leurs dérivés. Alors, le même article
donne au secrétaire d'État américain au Trésor le pouvoir d'ajouter d'autres minerais congolais sur cette liste dès qu'il les considère comme finançant les conflits précités, ce qu'on vient d'accorder, de citer maintenant. Alors, par ailleurs, le secrétaire d'État au Trésor devait à ce moment-là. En consultation avec l'administrateur de l'Agence américaine d'aide au développement, l'USAID, dernièrement dissoute par Donald Trump et dont on connaît le rôle néfaste dans plusieurs régions du monde, soumettre au Congrès américain une stratégie pour combattre les liens entre les violations des droits de la personne, les groupes armés et l'exploitation des minerais au Congo. Alors, Abdelkader Soufi, l'application extraterritoriale de cet article 1502 de la loi Dodd-Frank Act constituait-elle euh, une ingérence dans les affaires internes de la RDC? Et puis, comment expliquer la quantité de minerais achetés par les grandes entreprises américaines, de l'armement et des technologies, malgré les dispositions claires qui sont indiquées dans ce texte de loi? Vous savez, j'allais dire que les lois sont faites pour être violées. Maintenant, il faut passer au pragmatisme et au réalisme, donc des relations internationales. Il faut savoir que les aspects légaux et démocratiques concernent la gestion des États de l'intérieur, mais la relation intra-étatique n'obéit à aucune loi. En réalité, c'est la loi de la jungle. Mhm. Nous avons vu durant, je pense, cette décade, comment le droit international a été violé, comment des États se comportent au-dessus de la loi et font fi donc de tout ce qui peut être éthique ou autre. Euh, je pense que cette loi, c'est vrai elle a été faite à un moment donné, mais il faut voir l'âme de cette loi et qui va dans le sens à euh, relancer l'économie américaine parce qu'elle est venue d'abord en 2010 pour euh, régler un problème majeur qui était la grande crise financière que 2007-2008 issue du problème foncier aux États-Unis d'Amérique. Oui, c'est ce qu'on appelle la crise des subprimes. Exactement. Mhm. Ensuite, donc, cette loi a été faite pour rééquilibrer l'économie, la relancer, mais vous croyez que, par exemple, la guerre du Golfe contre l'Irak, c'était pour chercher des roses de sable ou du brocoli? Je pense que, je pense que le pétrole explique beaucoup de choses dans cette Absolument. guerre-là. Et comment? Aujourd'hui, Et comment? aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, selon des rapports officiels aussi, le pétrole irakien donc est acheminé vers des entités et vers des États gratuitement, sans un sou pour les Irakiens. Vous Mhm. voyez? Ah ouais. Donc, quand je reviens à votre question, est-ce que cette loi ne viole pas justement, elle n'est pas violée par rapport à la spoliation et l'exploitation euh, des sources congolaises? Moi, je voudrais dire que certains États se comportent d'une manière impériale, un jardin où ils peuvent se permettre et prendre ce qu'ils veulent, car euh, ils sont seuls à pouvoir en tirer profit. D'ailleurs, c'est pourquoi on interdit les technologies au sud global, on interdit à certains pays donc d'émerger. Euh, cela, D'accord. Alors, comme
C'est-à-dire, ici, moi, je voulais aussi que vous, vous analysiez le fait que, soi-disant, la loi Dodd-Frank, avec l'article 1502, justement, parle de ces minerais-là, des conflits, soi-disant des conflits entre guillemets. Mais durant toute la période de 2010 à la date, à la dernière date donc de la signature de cet accord de paix, les entreprises américaines se sont gavées justement de ces minerais et venant du Rwanda, sur lequel les enquêteurs de l'ONU ont établi que c'était carrément de la contrebande des minerais volés à la République démocratique du Congo. C'est... Vous savez, cet accord qui a été signé, qui doit être en principe fiable et crédible, il chercherait à débloquer des financements internationaux pour redynamiser l'économie du Rwanda qui est enclavée et qui cherche à accéder au marché et faire du commerce puisqu'elle dépend essentiellement des ports et corridors de la RDC. La même chose pour la RDC. Mais derrière cet accord, les Américains, donc, ils sont clairs dans cette loi où, au moment où ils mettent, où ils listent donc les produits qui proviennent de conflits et, euh, et ces produits justement donc sur le fond de la loi, en principe, c'est une exploitation illégale. Mais Mhm. maintenant, comme les multinationales et les grandes sociétés américaines ont besoin de euh, de s'approvisionner donc dans ce marché-là, cet accord ramène les États-Unis d'Amérique sous une autre forme, donc sous une forme plutôt légale à partir de cet accord et qui lui permet, D'accord, on y euh, reviendra. voilà. D'accord, l'idée est claire. Alors, euh, on a comme le Conseil de sécurité a dans donc ses résolutions 1493 et 1533 appelé les États à agir pour mettre fin à l'exploitation illégale, notamment par les groupes armés des ressources naturelles de la RDC. L'article 1502 pourrait être considéré par certains analystes disant que voilà, c'est une réponse à cet appel du Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, ce même Conseil a affirmé qu'il respectait la souveraineté de la RDC. En outre, si les décisions prises par le Conseil de sécurité sur le chapitre 7 de la Charte s'imposent à tous les États membres des Nations Unies, il, il n'en est pas de même en ce qui concerne les lois nationales. Ça, je crois que ce n'est pas il n'y a pas de raison pour qu'une loi américaine vienne s'appliquer sur un pays tierce sans passer par le Conseil de sécurité, tout seulement en considérant que c'est une réponse à un appel du Conseil de sécurité. Alors, quel est votre avis sur la question? Quelles seraient donc les visées réelles de l'article 1502 de la loi Dodd-Frank, qui, rappelons-le, est toujours en vigueur sous l'administration Trump, aussi bien lors de son premier mandat que de son second mandat? Actuellement, cette loi est toujours en vigueur. Oui, mais je pense, j'avais donc répondu à cette question, mais différemment. Au fait, j'ai dit que les pays occidentaux se comportent comme étant les seuls maîtres de l'univers et que le global, le sud global était un jardin où ils pouvaient, j'allais dire, faire ce qu'ils veulent. Faire de l'expansion de la loi américaine à des territoires tels que la RDC est non seulement une violation de la souveraineté, mais c'est un comportement comme si c'était un territoire américain acquis. Mhm. Mais cela, j'ai dit que les relations internationales ont, apparemment n'obéissent pas au droit international, n'obéissent pas à l'ONU ni au Conseil de sécurité.
D'ailleurs, à chaque fois, le Conseil de sécurité a été paralysé par rapport à des intérêts majeurs et non pas par rapport à des faits réels. Aujourd'hui, moi, je peux donner l'exemple du Sahara occidental, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Français ont utilisé 14 vétos pour empêcher des résolutions en faveur des Sahraouis ou en faveur du référendum. L'Union européenne a promulgué des lois interdisant l'exploitation des biens au Sahara occidental et les États européens continuent donc à prendre, à faire fi de cette loi. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains, comme les Européens, donc c'est comme s'il y a un deuxième code. Il y a le code qui est pour tous, c'est la Charte des Nations Unies qui est applicable à tous, mais il y a un code qui permet à certaines puissances d'outrepasser le droit international et les lois, et même leurs lois nationales donc de l'intérêt majeur des États-Unis d'Amérique. Donc, justement, juste D'ailleurs, moi, euh, d'ailleurs, pardon, d'ailleurs, quand on regarde la politique américaine à l'international, on ne connaît pas le multilatéral parce qu'il est imposant. Et ce multilatéral les oblige donc à s'incliner devant les lois des relations multinationales. C'est pourquoi ils préfèrent donc agir en bilatéral. Et le bilatéral, c'est une relation verticale, elle n'est jamais horizontale. donc, le but, c'est des questions que bien sûr que vous avez anticipé un peu votre réponse, c'est-à-dire c'est de décortiquer toutes ces dispositions un peu historiques, en même temps légales, qui permettent l'action du gouvernement américain pour arriver justement à ce que stipule l'accord de paix. Et donner une idée complète aux auditeurs sur ces enjeux. Alors, une dernière question avant de terminer la première partie de l'émission, Abdelkader Soufi. Selon l'article toujours 1502 de la loi américaine Dodd-Frank sur la régulation financière, le secrétaire d'État, alors là, ce cas-là est vraiment très intéressant. Le secrétaire d'État au Trésor est appelé à établir une carte des zones riches en minerais, des routes commerciales et des zones sous le contrôle des groupes armés en RDC et dans ses pays voisins. Alors, cette cartographie ayant pour conséquence donc l'interdiction de l'achat, normalement, hein, ayant pour conséquence, doit avoir pour conséquence l'interdiction de l'achat des minerais extraits des zones sous contrôle des groupes armés, ne pose aucun problème s'il y a concordance, bien sûr, entre les zones de conflit et les mines figurant sur la carte établie par le gouvernement congolais et sur celle dressée par le secrétaire d'État américain. C'est-à-dire que si c'est les deux choses, ce que le travail de cartographie des zones contrôlées par les groupes armés, faites par le gouvernement congolais et celle du secrétaire d'État américain coïncident, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a un problème autrement. En cas de discordance, donc c'est que si les cartes ne correspondent pas, on arriverait donc à une situation où le secrétaire d'État américain interdit d'acheter des minerais produits dans une zone où l'exploitation minière ainsi que la vente des minerais sont permises par le gouvernement de la RDC. Et les Américains, ils ont les moyens, c'est pour ça que c'est le secrétaire d'État au Trésor de l'imposer à cause du dollar. Et ce dernier cas donc de figure peut être illustré justement en comparant les cartes qui ont été établies dans les deux pays au cours de l'année 2012, là où ce conflit-là a été observé. Alors la question qui en découle pour la RDC, d'abord, elle est simple. Un autre pays peut-il interdire l'achat des minerais dans une zone où le gouvernement de la RDC l'a autorisé? Hein? Et la deuxième question, n'est-ce pas ça justement qui favorise la contrebande qui vont les minerais à des prix cassés et via des voies comme celles que le Conseil des enfin les rapporteurs de l'ONU ont établies, contrôlées par le Rwanda. Vous savez,
il faut revenir à quelque chose d'important. Pourquoi on est arrivé là? Il ne faut pas oublier que la corruption reste un défi majeur au Congo et que euh, les États-Unis continuent d'encourager les efforts de lutte, on va dire, contre la corruption. Là, moi, personnellement, je ne suis pas en train de juger le comportement américain parce que d'un point de vue américain, on va dire que l'intérêt prime et que ce comportement, aux yeux de l'administration américaine, est tout à fait normal. Je dirais pas correct, tout à fait normal vu la situation et la concurrence à l'international. Cependant, l'instabilité politique et les conflits, donc, notamment dans cet est de la RDC, ont amené à ce qu'il y ait un État faible, incapable de faire face. Et c'est pourquoi, j'allais dire, tout devient possible, car un État ou un gouvernement incapable de défendre ses propres intérêts, incapable de faire face aux défis et mettre terme à la corruption, car cette corruption, elle touche malheureusement aussi les plus profonds, les plus hautes sphères Mhm. de l'État. C'est la même chose presque au Rwanda. Et donc, d'une façon ou d'une autre indirecte, au Rwanda et au Congo. Ils sont donc euh, arbitres et référents du moment qu'ils tiennent des relations excellentes avec les Congolais, avec les Rwandais, alors que ceux-là sont en conflictualité. Le base de la conflictualité, ce sont des intérêts d'autrui. C'est même pas un facteur endogène, ce sont les facteurs exogènes qui ont poussé à ce qu'il y ait donc ce conflit et qui est-ce qui en tire profit? Bah, Mhm. voilà, on sait qui est-ce qui en tire profit. Pourquoi? Comment? Ce sont ces manières, ce sont cette loi dont nous parlions, ce sont cet accord qui a été établi et qui, en définitive, permet d'une manière ou d'une autre euh, la même mise sur les minerais de l'Est du Congo, mais aussi l'installation définitive, voire peut-être, je penserais, à l'emplacement de bases américaines dans cette région-là. C'est-à-dire une présence militaire, carrément? Bah oui, les, les Américains définissent, moi je sais que on dit que les, les frontières américaines sont là où sont les intérêts américains. Et donc, un intérêt est égal à une sécurité. La Grande-Bretagne a construit sa force navale pour protéger son commerce. Et donc, de cet esprit-là, là où il y a l'intérêt, il faudrait qu'il y ait une présence de défense. Donc, si les Américains vont s'installer en RDC, ils vont s'installer aussi avec des bases dans la région des Grands Lacs. Et les enjeux, vous savez, dans la région des Grands Lacs sont majeurs. Il n'y a pas que, il y a les minerais, il y a les ressources en eau, il y a la position géostratégique, et la géoéconomie joue un rôle important. Vous savez aujourd'hui l'émergence de grandes puissances telles que la Chine, telles que la Russie, mais aussi l'avènement du Japon, de la Mhm. Turquie, peut-être autres puissances régionales, même africaines. Cela, donc, euh, pousse les Américains à s'installer. D'ailleurs, quelque chose d'important, jusque-là, les Américains ne se sont jamais initiés de façon directe dans le continent africain. C'était plus de la sous-traitance. La France a joué ce rôle car ils étaient présents au Rwanda, ils étaient derrière le génocide du Rwanda, de la Centrafrique. Aujourd'hui, je pense que la France ne peut plus jouer ce rôle, donc elle est en déclin, et que les Américains ne peuvent plus attendre et ils veulent prendre les choses
avec donc d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi on sent qu'il y a une implication directe des États-Unis d'Amérique, chose que nous ne pouvions pas voir de par le passé. C'était une présence plutôt timide en Afrique. Aujourd'hui, elle est de plus en plus palpable. Alors, nous allons continuer notre analyse et là, on arrive donc à l'accord de paix. Donc, et à l'accord de paix qui a été signé le samedi 28 juin à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Alors, j'aimerais bien lire le paragraphe qui concerne justement le développement économique, mais surtout les minerais stratégiques et les minerais critiques que nous avons Mhm. cités dans la première partie. Alors, dans l'accord de paix signé, il est écrit, je cite, les parties conviennent de lancer, dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct intitulé Cadre d'intégration économique régionale et s'appuie sur les efforts existants tels que l'ASLECAF, le CIRGL, donc c'est la zone de libre-échange continentale Ouais. africaine, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la CAE, Communauté d'Afrique de l'Est. Alors, les parties utilisent ce cadre pour développer le commerce extérieur, les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites et procure davantage de prospérité aux deux parties, en particulier pour la population de la région, à partir des ressources naturelles de la région grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques et des opportunités d'investissement. Dans ce cadre, les parties lancent et ou élargissent la coopération sur des priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, le dérisquage des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu et des chaînes de valeur minières transparentes et formalisées de bout en bout, de la mine au métal transformé, qui relient les deux pays en partenariat, le cas échéant. Donc, je répète, en partenariat, le cas échéant, avec le gouvernement et des investisseurs des États-Unis. Fin de citation. Alors, Abdelkader Soufi, une question se pose. Comment peut-on imaginer la mise en application de cette disposition, donc de l'accord de paix, sachant que toutes les contraintes qu'impose la loi Dodd-Frank que nous avons citées et analysées euh, lors de la première partie, au commerce des minerais de la RDC. Comment peut-on joindre les deux aspects? En fait, on va dire que la médiation américaine a été et est la garantie de la réussite de cet accord. Et que, donc, comme vous avez cité, l'exploitation collégiale de certains sites et qui sont justement en RDC, cela veut dire que, quand bien même l'accord parle de souveraineté, mais on sent qu'il y a une violation de la souveraineté de la RDC quelque part. On a plié le bras à la RDC pour accepter cet accord. Et le fait que cela se passe avec international, notamment américain, donc le décor est bien planté. Ça veut Mhm. dire que aujourd'hui, au lieu d'exploiter d'une façon illégale et outrepasser la loi interne américaine, là, on est dans l'exploitation plutôt légale, mais surtout donc avoir la même mise sur les ressources, sachant que les ressources font l'objet d'une concurrence internationale. Et cette concurrence internationale avec l'émergence de grandes puissances dans la région qui ont jusque-là, ou du moins qui offrent des opportunités
aux deux États pour pouvoir commercer, pouvoir justement se développer aujourd'hui. Moi, je pense que l'application de l'accord obligerait les États, les deux États, à choisir ou à emprunter un seul chemin et que ce chemin n'ouvrirait aucune potentialité pour pouvoir renégocier les contrats ou du moins chercher de nouveaux partenaires. En définitive, je dis que moi, je trouve que l'accord a été, enfin, est un piège au moment où des États comme euh, le Rwanda ou la République du Congo aspirent à se développer et à aller dans cette nouvelle optique africaine qui est la ZLECAf elle-même, qui est issue du projet NEPAD 2003 africain, qui voulait rassembler le nord et le sud, le centre de l'Afrique, et trouver de nouvelles voies de commerce et d'échange et un développement économique plutôt durable qui prend en considération l'importance africaine ou afro-africaine. Je dis que les Américains aujourd'hui euh, s'impliquent d'une façon directe et donc quelque part vont s'introduire même dans ce type de développement africain, une façon d'avoir ou de se positionner comme étant un bridge, un pont à travers lequel tout doit passer. Et ça, c'est l'économie et le commerce, d'abord entre les États, mais surtout avoir le privilège de prendre donc les ressources à des prix compétitifs, voire comme celle du pétrole de l'Irak. D'accord. Alors, à partir de là, j'aimerais bien maintenant qu'on mette cet accord-là, ce conflit qui, espérons-le, s'arrêtera quand même et que chacun y trouvera son intérêt. Je parle des peuples, même si les Américains, j'espère aussi qu'ils géreront la chose d'une manière juste. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème si la paix revient avec justice et en garantissant les intérêts de chacun. Alors, la perspective, c'est justement de mettre ça dans ce qui se passe à l'échelle internationale. Alors, par rapport aux minerais critiques que recèlent les mines de la RDC. Alors, la Chine occupe une position dominante dans la production mondiale des terres rares. C'est ça l'enjeu essentiel. Donc, on estime que la Chine représente environ 60% de la production mondiale de métaux, des terres rares, et détient plus de 90% de sa capacité de raffinage. Les infrastructures développées et l'accès à de vastes gisements permettent au pays donc de contrôler non seulement la production, mais aussi la transformation, ce qui en fait donc un quasi-monopole dans le domaine. Et dans ce cas, donc rappelons que l'économie américaine, toutes les entreprises de haute technologie, a traditionnellement été fortement dépendante des importations de ces métaux des terres rares. Jusqu'à 80% de ces ressources proviennent de Chine. Donc, la question, les minerais critiques de la RDC, parce que rappelons que même ce qui est, la Chine, vraiment, elle domine complètement ce marché. Alors, les minerais critiques de la RDC sont-ils une sorte de bouée de sauvetage de l'industrie de haute technologie américaine? Vous savez, je voulais revenir d'abord sur la nature Allez-y. de cet accord et qui a donc qui paraît donc comme étant un facteur positif pour et favorisant euh, le développement et j'allais dire pour les deux États, même pour le partenariat avec les Américains qui se un garant mais aussi un excellent médiateur. Mais le problème est aussi donc
c'est de créer une task force. Quelque part, euh, c'est les bases dont je parlais tout à l'heure qui pourraient prendre cette forme de task force conjointe entre les différents acteurs. Mais, vous l'avez dit, aujourd'hui, la concurrence sur le plan international, elle va vers la technologie, elle va vers l'IA, donc, et pour cela, on a besoin de minerais, de terres rares. La Chine qui prédomine le monde aussi, il y a la Corée du Nord qui détiennent pratiquement la grande partie de la réserve mondiale Mhm. minerais euh, fait que les Américains se retournent vers le Congo comme étant un excellent, une excellente bouée de sauvetage pour l'industrie technologique américaine, mais surtout donc permettre, ceci leur permettra plutôt d'avoir à des prix compétitifs et sans pour autant qu'ils soient à la merci des Chinois. Sauf que euh, cela, donc théoriquement, euh, il est possible, mais sur un autre plan, la réalité du terrain, c'est difficile car il y a beaucoup d'opposition à cet accord qui émane notamment de l'intérieur de la RDC qui voit en cet accord une capitulation au profit du Rwanda et que le fait que l'exploitation des ressources donc, congolaise dans cette région, quand bien même en partenariat avec les Rwandais, représenterait une défaite politique, économique et sécuritaire. Mhm. Et ça, c'est un grand problème qui se dresse contre donc la réalisation de cet accord. D'accord. Alors, un autre point, c'est le rôle de l'Union européenne dans tout ça. Alors, le 29 février 2024, l'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord important pour favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. Alors, cet accord s'inscrit dans le cadre de Global Gateway, le plan donc de partenariat de l'Union européenne en matière d'infrastructure doté d'un budget de 300 milliards d'euros. Donc, il fait partie d'une série d'accords similaires conclus avec des pays riches en minerais, dont la RDC, dont le but donc de réduire la dépendance à l'égard de la Chine, un rival géostratégique. Donc, plus de 900 millions d'euros du Global Gateway sont alloués au Rwanda. Au Rwanda, pas à la RDC, au Oui, oui. Rwanda. Donc, alors que le Rwanda n'a pas grand-chose, hein, on le sait. Oui, mais c'est clair. Donc, c'est le Je Rwanda. vous pose la question, après je vous laisse développer. Alors, pourquoi l'Union européenne, donc, qui a appelé avec les États-Unis, la Chine et le Conseil de sécurité à la cessation des combats, euh, est-ce que pourrait-elle abroger purement et simplement cet accord après la signature de l'accord de paix? D'autant plus qu'elle a un autre similaire avec la RDC depuis 2023. Moi, je crois que surtout, donc, je voulais dire que le Rwanda a pris un rôle vassal au profit, donc, que ce soit des États-Unis d'Amérique ou aussi de l'Union européenne. Vous savez, le Rwanda est en pleine expansion, c'est un État qui émerge, qui a une économie aujourd'hui euh, grandissante et donc, qui rentre dans le top 5 ou dans le top 10 africain. Et par conséquent, les Rwandais ont besoin de ressources, ont besoin de partenariats, ont besoin d'investissements directs.
en contrepartie, donc, jouer un rôle vassal dans une région où ils ont une influence. Cette influence, elle est à travers ce qu'on appelle les groupes rebelles, mais en réalité, à travers l'infiltration de ces groupes pour pouvoir euh, garder un statu quo au Congo, à la RDC, et aussi donc jouer le rôle double. D'abord, le développement national et ensuite permettre aux partenaires, j'allais dire, étrangers, de faire commerce. Le Rwanda est un pays enclavé, il n'a pas de chance, il n'a pas le choix que de jouer, pas dire peut-être de sales coups. Mais c'est de bonne guerre aujourd'hui. Je reviens, j'essaie toujours de comprendre la situation. Cela ne veut pas dire que ma position est hostile à l'acte rwandais ou congolais ou celui des Américains ou autres. Mais on essaie de mieux comprendre et de dire ce que nous voyons en toute franchise, en toute liberté. Ça ne nous engage que nous, mais du moins, ça permet donc à celui qui nous écoute ou celui qui nous lira de méditer, de comprendre, peut-être de chercher plus. Il pourrait ramener plus de détails, mais ce qui est sûr, c'est que le Rwanda, Mhm. donc, a les moyens qu'il a pour construire une politique et une stratégie, compose avec les différents acteurs et avec les différentes possibilités. Et que la vassalité du Rwanda aujourd'hui est la même avec tout autre acteur, que ce soit l'Union européenne, les Américains, et je dirais que peut-être même avec les Chinois, du moment que l'acte est rentable. Et ça, c'est un acte réaliste, c'est chercher à maximiser les gains et les intérêts avec le moindre, j'allais dire, euh, Mais euh, dépense. la question qui se pose, disons bien sûr que chaque État, chaque pays, chaque peuple a légitimement le droit de défendre ses intérêts et de trouver les moyens de se développer. Ce qui se pose ici, le problème qui se pose et qui a généré ce conflit, c'est que quand on défend ses intérêts au détriment des autres, et qu'on... Oui, mais c'est ça, au fait, ce que je voulais dire. Exactement. Nous sommes dans une situation de non-respect des codes d'honneur et du droit international. Parce que, je disais tout à l'heure, la scène internationale n'obéit plus au droit international, ni à l'éthique, ni aux codes qui régissent la relation entre les États, la charte des Nations Unies. Il est ce qu'il est, incapable de prendre des décisions. Donc, je dis que dans cette superposition de coronas, chacun essaie de survivre. Moi, je Mhm. dis que ce sont des politiques de survie. Et ce sont ces politiques de survie du moment que on se dit que personne ne respecte le droit, personne ne respecte la loi. Pourquoi nous restons seuls à le faire? Sachant qu'aujourd'hui, euh, les centres décisionnels échappent de plus en plus à la force interne, c'est-à-dire au gouvernement. Mais ce Mhm. sont plus des décisions qui sont prises au niveau des multinationales, au niveau des groupes de pression, plutôt que des décisions totalement souveraines. Et c'est pourquoi, au départ, nous avons dit que cette conflictualité dans cette région, elle est compliquée et complexe. Et la comprendre, c'est vraiment difficile parce que ça, Exactement. C'était justement la question suivante. Donc, quand on prend tous les facteurs ethniques, historiques, religieux,
de toute cette région-là, et puis les questions des intérêts des uns et des autres, les ressources des uns et des autres, et puis ce qui vient se greffer comme lutte d'influence des grandes puissances internationales, ma question, Abdelkader Soufi, autant que spécialiste en sécurité et en défense, est-ce que cet accord de paix a des chances d'être périn et de voir vraiment une nouvelle dynamique s'instaurer dans la région et permettre à ces pays-là et à ces peuples à vivre dans la paix, mais aussi avoir les moyens de leur développement. Et à votre avis, quelles sont les conditions justement pour faire en sorte que cet accord soit périn dans le respect des intérêts de tous? Vous savez, théoriquement, cet accord, il est fiable et crédible. Donc, et qui pourrait développer ou plutôt débloquer des financements internationaux de façon immédiate pour les infrastructures, le développement local de l'Est de la RDC. Mais le hic, dynamiser les investissements dans cette région se heurte à l'insécurité chronique et, euh, et au fait que cela pourrait régénérer du moment qu'il y a des oppositions à cet accord. Et cela risque de décourager les investissements majeurs. Donc, ce qui resterait peut-être des investissements nécessaires et même s'il y aura des investissements, ce seront des investissements au profit des acteurs exogènes et non pas au profit du africain. Et je suis panafricaniste. Je plaide pour une économie et un développement économique afro-africain. Ça Mhm. veut dire qu'il appartient aux deux États de trouver, d'outrepasser le problème de, j'allais dire, sociétal, qui a été créé de toutes pièces, parce que nous savons que cette guerre génocidaire a commencé et a été diligentée et par la France, et cela a été rendu public, et tout le monde sait que c'est la France qui a été derrière ce génocide. Donc, autrement dit, que cette crise sociale n'est pas, j'allais dire, le, n'est pas la nature de Mhm. cette région-là, mais c'est plutôt l'harmonie, la vie en harmonie qui est la réalité dans cette région. Maintenant, moi je dis que euh, la ZLECAf, d'autres projets pourraient venir euh, s'intercaler et aider ces pays à se développer. Cela n'empêche pas Kigali ou Kinshasa de faire affaire avec les Américains, avec les Européens, avec les Chinois, avec les Japonais, avec les Russes. C'est un droit de le faire. Mais il faut partir à sécuriser du fait de pouvoir sécuriser et d'enterrer les haches de guerre qui n'en feront qu'envenimer profit à personne. Ce week-end, il y a eu le sommet des BRICS qui s'est tenu à Ouais, Rio de Janeiro. Donc les BRICS prennent de plus en plus de poids dans l'économie mondiale et ils s'imposent comme une force de plus en plus politique aussi, en revendiquant une place à part entière. Ils ont pris la décision d'accélérer le système de paiement alternatif à celui qui est contrôlé par les Américains et de penser aussi à une monnaie pas une monnaie commune, mais une monnaie de compte et de paiement entre les différents pays, d'encourager les échanges avec les monnaies nationales. Alors, ce contexte-là de l'émergence de cette grande puissance qui rassemble maintenant des dizaines de pays,
Comment voyez-vous la place de l'Afrique, notamment avec la Banque de développement qui est lancée et qui est en train d'être renforcée par les BRICS? Vous savez, les BRICS, aujourd'hui, c'est une autre alternative au système économique mondial actuel. Et nous avons vu effectivement qu'il y a de plus en plus d'États qui se sont engagés dans ce sens-là. Mais vous savez, il y a une résistance. Il y a cette résistance de l'ordre mondial économique, du système financier Bretton Woods, qui empêche quelque part d'autres pays j'allais dire, à s'intégrer dans ce système-là. Pourquoi? Parce que euh, on pourrait aller vers un équilibre à deux pôles économiques qui pourraient fonctionner en parallèle, l'un ou communément. Et vous savez, les États-Unis d'Amérique, notamment Donald Trump, a menacé à plus d'une fois l'utilisation d'une autre monnaie qui se substituerait au dollar, a menacé aussi euh, tout, tout, donc sortir de cet ordre mondial vers un autre. La peur est le maître mot. Est-ce que les États qui vont s'engager de plus en plus dans ce système, je dirais qu'il y en aura certainement, mais il est difficile d'y croire, sauf si, parce que nous parlons d'une guerre entre grandes puissances économiques de la Chine et des États-Unis d'Amérique. Je dirais qui saura imposer son dictat, sa loi, celui qui saura garantir la sécurité de ceux qui vont adhérer, aura le dernier mot et aura le maître mot. Cependant, euh, les BRICS offrent des alternatives financières non négligeables, et surtout parce que je pense que Et même les, les- technologique et industrielle aussi, pas uniquement pardon, l'argent. Et même technologique et industrielle, des alternatives technologiques et industrielles, pas uniquement financières. des alternatives technologiques et financières. Et ce sont des alternatives qui sont, j'allais dire, euh, les- l'important pour les États qui aspirent donc à outrepasser les crises. C'est notamment les crises que connaît le monde depuis 2019 et chacun chercherait à, à se positionner, à créer une carapace solide de l'économie et de la technologie. Nous avons vu que la guerre des 12 jours a démontré l'importance de la technologie et Des 12 jours entre l'Iran l'acquisition et Israël. de pardon, Entre l'Iran et Israël. exactement. Mhm. Donc, cela démontre qu'aujourd'hui, hein, il y a un bras de fer qui est là et donc le reste du monde essaye beaucoup d'États donc sont dans le stand-by, dans le wait and see. Est-ce qu'ils plongent ou pas? Mais certains qui ont plus ou moins un certain taux élevé de souveraineté dans la prise de décision optent davantage vers les BRICS. Mhm. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Abdelkader Soufi, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.